Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 1101-1150. 1101. Le politiquement correct sur lequel les médias, mais pas seulement les médias, s'appuient comme leur morale, comme la morale, passera un jour. Mais personne ne sait comment, car l'éventail des possibilités s'étend d'un simple changement de mode à un événement bouleversant. 1102. La politique des partis est une guerre perpétuelle qui se déroule comme une lutte professionnelle. 1103. Quelle que soit la part du hasard dans le monde, elle n'égalera jamais la chance incalculable qui a permis de créer une planète propice à la vie. 1104. Faites en sorte que tous les hommes politiques soient honnêtes, sages et compétents, et le monde sera meilleur, mais sans leur valeur divertissante. 1105. L'une des affaires de cœur les plus secrètes est peut-être le fait de ne pas être aussi profondément touché par la souffrance des autres que nous pensions devoir l'être. 1106. Porter ses couleurs politiques en public implique généralement d'adhérer à un certain nombre de positions. Il n'est pas possible de choisir parmi eux, à moins que la partisanerie ne soit pas en jeu et que la victoire ne soit pas l'objectif. 1107. De même que l'on peut réussir un grand projet si l'on a de la chance, pas d'obstacle insurmontable, on peut échouer favorablement, leçon apprise, ou se faire pardonner, tentative respectable. Tout autre résultat dans ce domaine doit être qualifié de catastrophique ou de démoniaque. 1108. La politique des partis a pour objectif principal de présenter l'opposition sous le jour le plus défavorable de ce côté-ci, ou peut-être même de l'autre côté, de la cour de justice. 1109. Certaines personnes sont tellement enfermées dans leur souffrance qu'il ne leur reste plus qu'à la partager. 1110. Avec suffisamment de pouvoir et de ressources pour l'influencer, l'opinion publique peut être orientée dans presque n'importe quelle direction. 1111. En plus de faire appel à l'émotion, la propagande est un appel à la raison basé sur des affirmations supposées suffisamment fortes pour convaincre tout le monde, sauf les imbéciles ou les mécréants, que la situation est si urgente qu'elle exige d'agir sans délai et sans poser de questions. 1112. C'est ce qu'a dit celui qui voulait voir la mort du bon côté. L'été est terminé, mais il y en aura des millions d'autres. Mon Dieu, où et comment serais-je pour les voir et les savourer tous? 1113. Les grandes œuvres littéraires contiennent beaucoup de sagesse, ce qui les distingue des œuvres simplement bonnes ou agréables. 1114. De même qu'il semble que nous voulions être des dieux et tout savoir, il semble que de lourds rideaux aient été placés devant et derrière nous pour nous en empêcher. 1115. Les vivants ne se préoccupent pas des morts, à l'exception de ceux qu'ils connaissent ou imaginent. Tous les autres sont comme autant de vaches noires dans une nuit sombre. 1116. Si l'on voulait vraiment se débarrasser de tout ce qui est mauvais dans la vie, il faudrait trouver un moyen, si extraordinaire qu'il en est presque inimaginable, de continuer à s'intéresser à tout le reste. 1117. La plupart des personnes qui pensent avoir le dernier mot sur une question ne font que répéter ce qu'elles ont entendu ailleurs et qui, faisant autorité, leur donnent la confiance nécessaire pour l'exprimer en public. Ils se sentent alors justifiés non seulement de traiter le sujet sans critique ni circonspection, mais aussi de se mettre en colère si quelqu'un n'accepte pas leur argumentum ad auctoritatem. 1118. Il fut un temps, pas si lointain, où l'on fumait presque partout, mais où l'on ne jurait pratiquement jamais en public ou en bonne compagnie. Aujourd'hui, c'est presque le contraire, d'une manière générale, nous pensons que nous nous en portons mieux. Mais comment en être sûr puisqu'il a fallu des centaines d'années pour déterminer les pires effets du tabagisme? La même chose ou quelque chose de similaire ne pourrait-elle pas être vraie pour un vice qui, même s'il est réhabilité, est susceptible de récidiver? 1119. Dans un conflit politique, ce qui compte avant tout, c'est un pour ou un contre sans équivoque. C'est ainsi que même les partisans les plus honnêtes et les plus directs sont contraints, au moins à certains moments, d'oublier les nuances, les subtilités, les distinctions, la vision globale, et peut-être ce qui constituait la meilleure partie de leur pensée antérieure. 1120. La politique ne peut fonctionner qu'avec un mélange d'honnêteté et de malhonnêteté, car, avec autant de participants, de partenaires et de niveaux d'accord et de désaccord, l'un ou l'autre en soi reviendrait à verser du sable dans les engrenages d'une machine géante. 1121. Quelles sont les perspectives d'avenir des personnes qui, à un âge avancé,
sont atteintes d'une maladie grave? Ne s'agit-il pas soit de recevoir un traitement et de continuer à vivre comme l'ombre d'eux-mêmes, soit de ne pas recevoir de traitement et de se retirer rapidement? Une situation semble se dessiner, que la société et la médecine devront gérer comme un domaine éthique en développement, délimité non seulement par les concepts de dignité dans la mort et le décès, mais aussi par ceux de convenance et de nécessité sociale. 1122. Entre la vie et la mort, il y a une ligne de temps qui semblait si longue dans les premières années, mais qui se raccourcit de plus en plus avec l'âge. 1123. Si la raison est le fondement de la vérité, alors le fait que la raison ne puisse pas se fonder elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas s'affirmer ou s'établir sur la base de la raison seule, est son clin d'œil implicite à sa nature intrinsèquement incomplète ou contradictoire. 1124. Combien de chanceux ont évité de vendre leur âme pour la célébrité ou quelque chose d'approchant, simplement parce qu'ils n'ont pas eu assez de succès pour accéder à ce temple aux tentations à la fois extraordinairement ouvertes et directes et terriblement obliques et cachées. 1125. Lors d'une récente conférence sur la justice sociale et la responsabilité morale, un homme politique occidental s'est vu poser une question sur la pauvreté. Ce sujet n'étant pas à l'ordre du jour, il a répondu sèchement, ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, ce sont les droits des minorités, ce qui n'est pas moins important, la sauvegarde de la planète. Quant à la redistribution des richesses, elle sera certainement abordée en cours de route. 1126. La vie est ce qui nous est prêté et la mort la perte d'un moment particulier ou miraculeux de notre création. 1127. Comment peut-on mettre fin à la cruauté dans le monde lorsqu'elle est liée à ce que tant de gens croient être la justice? 1128. La cruauté, c'est l'animal qui veut se nourrir, les éléments qui dépassent leurs limites, la justice qui bascule souvent dans l'injustice. Maintenant, face à ces conditions horribles, est-il étonnant que tout ait été refondu et simplifié en une opposition entre le bien et le mal? Ce dualisme moral, cette métaphysique, cette construction humaine doivent-ils être considérés comme une grande réussite, une grande erreur ou une grande fausseté? Ou doit-on considérer qu'il s'agit des trois à la fois? 1129. Une personne dans la fleur de l'âge et une autre dans la décrépitude sont des créatures si différentes qu'il est difficile d'imaginer que l'une vienne de l'autre ou que l'une devienne l'autre. 1130. En matière de morale, l'esprit populaire est le plus grand étalage de médiocrité qui soit. 1131. La supériorité morale est le dernier refuge de ceux qui sont suffisamment vaniteux et insatisfaits d'eux-mêmes pour chercher à noircir les autres. 1132. Si vous avez déjà pensé qu'il serait merveilleux de connaître tous les petits secrets d'un grand personnage d'hier ou d'aujourd'hui, pensez que certains de ces secrets doivent se rapporter à ce que tout le monde tait par dignité. 1133. Le seul remède au consumérisme est un crack. 1134. Le seul remède au consumérisme est une forme réussie de communisme, mais cela peut paraître à beaucoup comme un oxymore. 1135. Un aphorisme à son apogée, qui n'est jamais un cliché, mais pourrait le devenir, est une idée singulière exprimée d'une manière unique. 1136. Le politiquement correct est la liturgie moderne qui permet à la canaille et à l'hypocrite de paraître pieux et dévots. 1137. Tout le monde vit dans la bulle du présent, pour cette raison, nous avons souvent peur de ce dont nous ne devrions pas avoir peur et vice-versa. 1138. S'il est vrai que le vainqueur écrit l'histoire, laisser la victime l'écrire ne la rendra pas objective, mais seulement différente. 1139. Ce qui semble durable n'est que ce qui survit à tout ce qui est sur le point de disparaître. 1140. La peur collective conduit à la stupidité collective. Il serait erroné de penser que les autorités et les pouvoirs en place ne vont pas jouer le jeu ou être complices, même au détriment de la société, quand ils n'y trouvent pas leur intérêt. La preuve? Il suffit de penser au nombre d'institutions allemandes qui se sont alignées sur les nazis. Même les universités et les églises se sont rangées à leur côté. N'est-ce pas le résultat d'une peur généralisée associée à une politique, tout aussi généralisée, de défense d'intérêts particuliers? 1141. Lorsqu'il s'agit de la possibilité d'être blâmé pour la mort d'une personne innocente, tout le monde, gouvernement, autorités sanitaires, chefs d'entreprise, commentateurs, particuliers,
préféreraient pécher par excès de prudence, voire par excès de précaution. Malgré ce surcroît de vigilance, il y en aura toujours qui, voulant s'assurer qu'aucun soupçon ne pèse sur leurs priorités, prétendront que nous n'avons pas été assez prudents. 1142. De nos jours, la situation des médias est telle que leur succès repose sur leur capacité à parler de questions et d'événements 24 heures sur 24. Avec cette pression économique et parfois politique de devoir parler même quand il n'y a pas grand-chose à dire, il n'est pas étonnant que la répétition, l'exagération, le sensationnalisme et l'alarmisme soient devenus des caractéristiques de plus en plus proéminentes de cette industrie. Les effets sur la société, à court et à long terme, ne sont pas encore totalement connus, mais ils montrent déjà des signes de, osons le mot, quelque chose d'alarmant. 1143. Même les plus intègres, une fois qu'ils ont adopté et maintenu une position politique, ne peuvent jamais être des diseurs de vérité de premier ordre. Leur priorité est la polémique, la victoire sur le champ de bataille, l'engagement dans une ligne d'action, en tant que tel, bien qu'ils soient tout à fait disposés à pointer du doigt leurs ennemis, souvent à juste titre, bien sûr, ils le font rarement, voire jamais, sur eux-mêmes. 1144. Le plus grand défaut de ceux d'entre nous qui sont forts est peut-être que nous nous imaginons rarement comme étant un jour faibles et donc, tout d'un coup, propulsés dans un groupe que, si peu que ce soit, nous méprisions secrètement. 1145. Pendant les premières années de la Grande Dépression, Franklin D. Roosevelt a prononcé une phrase célèbre, « La seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même ». Pour la santé d'une société, cette prescription vaut probablement plus que la plupart des autres. 1146. Voilà ce qu'on appelle tuer la poule aux œufs d'or. Si les médias parviennent à faire chuter l'économie par la peur, ils auront libéré un Frankenstein sur le monde, faisant trembler non seulement les autres, mais aussi ceux qui l'ont créé. 1147. Compte tenu de toutes les horreurs que les gouvernements de tous bords ont déclenchées pour diverses raisons au cours de l'histoire dans des pays tels que le Japon, le Vietnam, le Cambodge, le Rwanda, l'Allemagne, etc., quoi de plus sage que de ne pas faire preuve d'un peu de prudence en écoutant ce qu'ils vous disent en cas d'urgence. 1148. Les gouvernements actuels du monde, comme sans doute tous les gouvernements de l'histoire confrontés à des perturbations majeures dues à la famine, à la maladie, à la guerre, à la révolution, à l'effondrement économique, etc. veulent montrer qu'ils contrôlent totalement la situation. Mais vu l'empressement avec lequel ils tentent de le faire, la maladresse et la tromperie généralisée ne sont pas moins caractéristiques de leurs actions que le contraire. 1149. D'après ce que je comprends, et d'après ce que je vois autour de moi, le système capitaliste, en état de crise, évolue vers le socialisme. Du moins dans le sens où, dans une tentative désespérée de se sauver, les gouvernements accordent d'énormes renflouements, sans doute assortis de conditions strictes, aux entreprises privées. Qu'en pensez-vous? B. Si ce que vous dites est vrai, le socialisme en question est pervers. Après tout, ces renflouements sont destinés à soutenir le système, n'est-ce pas? A. Cela ne fait aucun doute, mais comme certains l'ont souligné, il peut s'agir d'une mesure gouvernementale visant à contrôler l'économie. C'est juste que c'est plus pour les riches que pour les pauvres. B. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit certainement pas d'un contrôle gouvernemental des moyens de production. La question est de savoir si cela pourrait un jour devenir le cas. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, pourrait-il y avoir un jour une forme rampante de prise de contrôle socialiste, se frayant un chemin à travers le capitalisme, ou cela nécessiterait-il une révolution? A. Prédire l'avenir est toujours une entreprise risquée. Mais si l'on se fie au passé, il semble qu'une révolution soit nécessaire. Après tout, les capitalistes ne vont pas plier bagage au premier coup de feu. B. Oui, il y a eu des révolutions réussies dans le passé, et sanglantes, mais qu'en est-il des systèmes qu'elles ont mis en place? Peut-on en dire autant? A. Là, le bilan est un peu mitigé. Bien sûr, tout le monde connaît l'expérience russe. B. Et l'échec. A. Et puis il y a l'expérience chinoise. B. Là où, semble-t-il, le capitalisme rampant a sauvé la mise. Ah, ouah. Drôle d'image, en effet. Un socialisme rampant pour sauver le capitalisme et un capitalisme rampant pour sauver le socialisme. B. La boucle est bouclée, semble-t-il. Ah, oui. Espérons que ce ne soit pas un cercle vicieux.
1150. L'étrange est aussi bien au cœur de nous qu'aux confins de l'univers.